Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Alors, c'est un sujet, je viens de le dire, là, qui m'est très cher. Je trouve ça important de parler de nos jeunes. Je trouve que dans la société québécoise, on parle souvent des élèves en difficulté, mais parle-t-on des élèves pour qui c'est très normal, il n'y a pas de difficultés apparentes. On n'en parle pas beaucoup, peut-être parce qu'on les a oubliés, peut-être aussi parce qu'ils sont avec les élèves en difficulté en classe depuis déjà quelques années et qu'on les confond comme ça tous ensemble. J'ai vu passer un texte dans Le Devoir qui s'appelle « L'échec de l'intégration des élèves à défis particuliers ». J'ai voulu inviter Camille Bouchard qui en est son auteur. Bonjour, M. Bouchard. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes l'ex-député du Parti québécois. Vous êtes aussi l'auteur du rapport « Un Québec fou de ses enfants » qui avait été publié en 1991. Il y a quelques formules, vous allez me dire si c'est intentionnel dans votre texte, là, qui sont assez chocs. Là. Vous nous dites, là, on ne trouve pas beaucoup de gagnants dans ce modèle-là. Hein, le modèle, on le rappelle, c'est un modèle qui prétend qu'on peut mélanger à peu près tout le monde dans la classe, qu'il n'y a pas de nivellement par le bas, qu'au contraire, ça fait l'affaire de tout le monde. Est-ce que vraiment ça fait l'affaire de tout le monde? D'abord, permettez-moi de revenir sur votre entrée en matière de l'émission aujourd'hui, parce que à l'époque, alors que j'avais 18-19 ans, je faisais de la radio en tant que suppléant estival à radio, CFLM Radio Latuc-Lorraine de la Haute-Mauricie. Pas mal, hein? Et je me suis bien amusé, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Ceci dit, Marie-Claude Chouinard, dans Le Devoir, publié un éditorial dernièrement, disait que on risquait d'abandonner plusieurs de nos enfants qui présentaient des défis particuliers à la rentrée scolaire. Moi, j'aimerais bien célébrer la rentrée scolaire autrement, mais ce texte-là m'a remis en tête tout le cheminement que nous avons tenté de faire depuis les 25 dernières années pour intégrer les enfants dans un cursus normal, dans des classes ordinaires, et de les accompagner le plus convenablement possible dans leur parcours scolaire. Et j'arrive à la conclusion que c'est un échec. À tous les ans, on entend la même ritournelle. Manque de ressources professionnelles, épuisement des professeurs vis-à-vis de la diversité et la complexité de la tâche qu'on leur impose, nombre trop grand d'enfants dans une même classe, augmentation extraordinairement importante des enfants qui présentent des handicaps et des défis particuliers dans chacune des classes. On frôle le 25%. Tout ça me fait dire que, et pas plus tard que l'an dernier, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse publiait un rapport suite à un colloque de 400 personnes venant du milieu universitaire qui disait, écoutez, du milieu scolaire qui disait, écoutez, le droit même des enfants à obtenir des services éducatifs sans discrimination pour les enfants qui présentent des handicaps ou des difficultés d'adaptation, des difficultés d'apprentissage, ce droit-là est menacé. Alors, je me dis, si on arrive à ces constats, c'est qu'on n'est pas dans le succès total. Alors, voilà. Oui, tout à fait. Puis, écoutez, c'est pas le sujet de votre texte quand même, mais on va être obligé d'en parler parce qu'il y a des élèves pour qui ça se passe bien. Moi, j'ai enseigné dans des écoles où il y avait à peu près le tiers des élèves qui avaient un plan d'intervention. Et là, à chaque fois, chaque élève, moi, je les appelais Inc. Ils sont tous incorporés, ces élèves-là. Ils ont tous une condition particulière. C'est pas vrai qu'on met une classe, dans une classe de 30, il y a 20 élèves sans problème avec 10 élèves qui ont, par exemple, un enjeu de dyslexie. C'est pas ça qui se passe. Il y en a un qui est dyslexique, il y en a un qui a un trouble d'apprentissage, il y en a un que c'est un trouble d'attention. Pour les élèves, les 20, là, pour qui ça devrait bien aller sans aucun plan d'intervention, est-ce que vraiment on peut dire qu'ils peuvent réussir à s'en sortir, eux, et à avoir pas de nivellement vers le bas qui les attend? Alors, quand on pose le défi en termes de s'en sortir, ça veut dire qu'on vient, à mon avis, de baisser le seuil d'exigence que l'on se donne en tant qu'adulte auprès des enfants qui n'ont pas de problème particulier. Mettons-nous à la place d'un prof, et vous avez fait l'expérience, lorsqu'il y a 25-28 enfants dans la classe, qu'il y a un bon nombre qui ont des plans d'intervention, et que chacun des enfants, dans la nouvelle conception de l'inclusion scolaire, a son propre style particulier d'apprentissage, ses défis particuliers d'apprentissage, ses besoins particuliers d'apprentissage, la tâche du prof est immense. Et on promet depuis des années de forger des environnements de soutien professionnel auprès de ces profs-là, que ce soit des orthos, des psychologues, etc., ou d'autres profs qui viennent appuyer, selon les besoins, la tâche du prof dans sa classe. Depuis le temps qu'on le promet et qu'on ne tient pas la promesse, moi, je me dis que le droit de tous les enfants à un enseignement
et de tous les adultes qui entourent les enfants, un environnement d'apprentissage et d'éducation convenable, ce droit-là est menacé. Qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur Bouchard? Vous avez publié, je l'ai dit, là, un rapport en 1991. Ça s'appelait « Un Québec fou de ses enfants ». Oui, oui. Je veux bien imaginer qu'il fut un temps où on avait un peu moins, et pour dire un peu moins, c'est un euphémisme, on avait beaucoup moins de sympathie, d'empathie pour les jeunes qui présentaient des difficultés. Mais là, on est rendu, vous l'avez dit, on est passé d'un extrême à l'autre. Pourquoi on n'a pas été capable de passer d'un extrême à un modèle un peu plus modéré? Parce que là, on ne peut pas dire que ça va vraiment mieux qu'avant, là. Ben, il y a eu une très grande vogue, et je dois dire des fois une mode d'intégration, et on a fait comprendre aux parents, puis c'est souvent à tort plutôt qu'à raison, que la seule façon pour un enfant de se développer à l'école, c'était l'intégration dans une classe régulière. Et les parents ont adhéré à ça, puis on peut comprendre ça, là, que les parents puissent adhérer à un tel message. Mais si on livre ce message-là aux parents, il faut en même temps livrer ce qu'on appelle la marchandise, c'est-à-dire qu'on puisse livrer les services qui sont requis pour que ces enfants-là puissent s'épanouir, puissent améliorer leur estime d'eux-mêmes, puissent avoir de plus en plus de réussite dans leur portfolio scolaire. Ben pour ça, il faut mettre les ressources disponibles auprès du prof. Et à tous les ans, il y a un constat de manque de ce côté-là. Il y a un constat de manque, il y a beaucoup de rigidité dans notre système scolaire, si bien que l'exploration de nouveaux modèles fait défaut. La recherche et le développement en éducation dans les milieux scolaires fait défaut. Moi, je donne l'exemple dans le truc que j'ai publié dans Le Devoir et que vous mentionnez, des CFR. Bon, Oui. c'est très particulier, les CFR, vous les connaissez sans doute. Ce sont il y en a 21 au Québec où on accepte des enfants de 15 ans qui ont galéré durant toute leur vie scolaire, qui ont des difficultés durant toute leur vie scolaire. Mais si vous voulez bien, M. Bouchard, on va donner l'acronyme. CFR, pour la plupart des gens, là, Ouais. ça, on dirait une marque, une sorte d'insecte, là. CFR, c'est un centre de formation en entreprise et récupération. Donc, vous Voilà. dites que la solution est peut-être dans l'idée de privilégier cette avenue-là. Mais c'est-à-dire que c'est une illustration de la capacité du système scolaire lorsqu'on s'y met à plus de flexibilité, plus de créativité, plus d'imputabilité et de meilleurs résultats auprès des enfants qui ont des problèmes particuliers. Ces enfants-là qui auront vécu d'énormes difficultés jusqu'à l'âge de 15 ans, on les prend, on les accompagne, on a des fois 2-3 profs par groupe d'enfants. La journée scolaire commence par un débat entre les enfants sur des sujets d'actualité. On débat aussi pour chacun des enfants de ce qu'il ressent, de ce qu'il est, de comment il se projette dans l'avenir. On l'accompagne, autrement dit, on connaît ces enfants-là intimement. Les profs sont pas laissés à eux-mêmes, ils sont des équipes de profs, il y a des flexibilités dans l'horaire, quoi. On donne des conditions de réussite. Et moi, alors ça, c'est une illustration, et il y a des partenaires là-dedans, des partenaires économiques, des partenaires sociaux qui font partie de l'aventure. Et ce que je dis, c'est que l'école peut s'ouvrir à ce genre d'expérience-là, diversifier les modèles, ne pas s'en tenir à un seul modèle d'intégration à tout prix, et voir comment on peut adopter des formules variées pour arriver à l'objectif qu'on vise, c'est-à-dire non pas simplement à la réussite scolaire des enfants. C'est un objectif qui est très noble. Mais l'objectif le plus noble, selon moi, c'est le bonheur, c'est le plaisir quotidien que tirent les élèves et que tirent les enseignants de leur expérience éducative. Oui. Et tant qu'il n'y aura que des échecs dans la vie des enfants, ben ça marche pas. Ben, c'est ça, c'est le point je pense, qui est primordial ici, c'est qu'il y a beaucoup trop de jeunes en difficulté qui se ramassent dans des classes où ça va trop vite pour eux. Et ils subissent des échecs. Et même quand on leur dit, écoutez, on va essayer d'ajuster le résultat, on va adapter, tu ne seras pas en situation d'échec, tu vas être en situation d'apprentissage, ils ne sont pas stupides, ces jeunes-là, là. Ils comprennent qu'ils tirent de la patte et ils retournent à la maison, ils sont humiliés, ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient retourner à l'école. Ça explique en bonne partie le décrochage scolaire. Ça, c'est un grand mythe au Québec. On pense que c'est juste du monde qui n'ont pas eu des bons résultats. C'est du monde qui ont très bien compris dès l'âge de 12 ans qu'on faisait tout pour faire semblant, pour mimer l'idée qu'ils sont capables de s'en sortir. Il faudrait changer, selon vous, donc, pas juste la structure, mais l'environnement dans lequel ils font ces apprentissages-là. Bon, voilà. L'environnement, c'est le mot-clé. L'approche, c'est le mot-clé. La structure, c'est surtout pas ça. Ouais. Mais voyez-vous, il y a un quart de ces enfants-là qui décrochent sans diplôme ou sans qualification.
c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Il y a encore 63%, remarquez, de ces enfants qui arrivent à un diplôme ou une qualification, mais il faut comparer ça aux presque 90% des enfants qui ne présentent pas de difficultés particulières. Alors, il y a énormément de travail à faire encore. Moi, je pense toujours qu'il y a une démonstration à faire de ce qu'on a fait depuis 25 ans, des conclusions à tirer de ça et des leçons à tirer de ça. Et il faut faire preuve d'ouverture, de réalisme, d'imputabilité, il faut qu'on soit flexible, il faut qu'on puisse s'attribuer la tâche, non, du développement de chacun des enfants. Et ça, on le prétend, là, mais il faut mettre les ressources à contribution et faire preuve d'ouverture vers d'autres approches qui pourraient amener plus d'enfants, à connaître le plaisir d'apprendre et deux, à réussir durant tout ce temps-là. Oui, puis je vais être fatiguant avec ça, puis on va se laisser là-dessus, M. Bouchard, mais les élèves pour qui il n'y a pas de difficulté, eux autres aussi, c'est prouvé par maintes et maintes études qu'il y en a une bonne partie, je ne dis pas que c'est une majorité, mais il y a une bonne partie de ces élèves-là qui, des fois, décrochent. Ils sont bons à l'école, mais ils décrochent parce qu'ils ont l'impression que l'école n'est pas faite pour eux, elle est faite pour les autres, puis toujours un type d'élève à la fois à la pièce comme ça, c'est pas un modèle qui marche, c'est la bonne... En tout cas, c'est parce que jusqu'à maintenant, on a procédé beaucoup par identification des besoins, par diagnostic. Voilà. Alors que les besoins s'expriment bien autrement dans chacun des enfants. Mais pour ça prend aussi des ressources pour des approches différenciées en pédagogie, c'est-à-dire des approches pour chacun des enfants. Et encore une fois, le défi quotidien de ça, il est énorme et les profs ont besoin de soutien là-dedans. Oui, en tout cas, le mot ressources, là, c'est le mot essentiel dans ce que vous dites. Bonne chance pour développer des ressources en ce moment puis en trouver parce que le gouvernement a de la difficulté à arriver. Merci beaucoup, M. Bouchard, d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci bien. Salut. Nick Payne, ça, c'est moi, je trouve que c'est un grand mythe au Québec, un grand tabou plutôt. On parle beaucoup des élèves en difficulté, les défis particuliers. J'ai eu la chance d'aller dans des écoles, tout le monde a son plan d'intervention, mais il y a les autres aussi. Il y a les autres aussi pour qui, je veux dire, la cadence est normale, mais la cadence, elle ralentit parce qu'on a mis du monde dans des classes qui vont peut-être bien ensemble dans la cour d'école, mais pas dans la classe. Le maître mot de ça étant inclusion. Oui. Encore une fois, est-ce qu'on en fait des choses au nom de l'inclusion? Je trouve que tout ce dossier-là est une espèce d'allégorie, d'illustration parfaite de l'approche qui domine en éducation au Québec depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'on se lance au nom d'idéologie dans des réformes en éducation, au nom du bien avec un grand B puis de l'inclusion. Puis là, face à ces innovations-là, entre guillemets, il y a toujours des gens qui disent, comme dans ce cas-ci, ben là, peut-être que vous allez niveler par le bas, peut-être que vous allez tirer vers le bas les élèves qui n'ont pas de difficultés, puis peut-être que par ailleurs, vous allez manquer de ressources pour vous occuper correctement de ceux qui ont besoin de services adaptés dans la classe. Puis là, ces gens-là se faisaient traiter de réactionnaires, puis de ci, puis de ça, puis vous êtes en arrière, vous êtes des traditionnalistes, vous êtes dans l'ancien temps. Hop, surprise, quelques années plus tard, on constate que c'est exactement ça qui arrive, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'occuper correctement des jeunes qui ont plus de difficultés. Les profs sont complètement débordés. Et là, comment on répond à ça chaque fois? C'est « Ah, ben il manque de ressources ». Mais à un moment donné, s'il manque tout le temps de ressources, c'est peut-être parce que le modèle n'est pas bon. T'sais, si ça coûte juste trop cher et que ça demande des ressources infinies, ben, peut-être que c'est parce qu'on s'y prend pas de la bonne façon. Tu sais, quand tu essaies de déprendre ton char sur la glace l'hiver puis que tu mets ton traction aid du côté de la roue qui est déjà bloquée, là, puis que l'autre continue de tourner dans le vide, t'as beau t'acheter un plus gros traction aid, l'autre roue va continuer de tourner dans le vide quand même. Me suis-tu? Ben, je te suis, puis j'avais même bien ajouté que tu peux même t'enfoncer encore plus, puis là, ça devient plus compliqué de t'en sortir. Tu finis sur le remorqueur, puis tu arrives en retard à la job. Alors, on est là, on se garoche dans des réformes qui n'ont pas fait leurs preuves, qui ne sont pas fondées sur des données probantes, parce qu'on est dans les thèses socio-constructivistes, éliminer les barrières à l'apprentissage et puis développer le savoir dans le rapport à l'autre. Hein? Les apprenants. Oui, les fameux apprenants. Quel mot horrible, les apprenants. Mais c'est le pendant de l'enseignant, évidemment. Mais là, on se retrouve avec le non-réussissant, en fait. Hein? Ouais. C'est celui qui n'arrive pas à apprendre. Mais moi, il faut que je raconte la même histoire. Je l'ai racontée au début de la semaine. Moi, ça m'a fait tout comprendre, tout saisir d'un coup ce qui se passait dans le milieu de l'éducation au Québec. Je suivais une formation dans un centre de service scolaire très connu au Québec. T'étais un apprenant? En fait, j'étais un candidat au rôle d'enseignant après avoir eu des années sur les bancs de l'apprenant, des bancs d'école. Et donc, je suivais une formation d'appoint. Ça pouvait me permettre de continuer à enseigner. Et c'est des conseillers pédagogiques du centre de service scolaire. C'était la voix officielle du gouvernement qui nous parlait. Et on était 50 dans la salle de conférence.
conférence. Et là, mise en situation, on nous dit donc à nous, candidats à l'enseignement, qu'est-ce que vous feriez si vous êtes titulaire d'une classe où il y a un élève en difficulté? En passant, c'est un scénario complètement hypothétique. Ça n'existe pas. Ça n'existe juste pas, à part dans les écoles privées. Là. Donc, vous êtes titulaire de cette classe-là qui n'existe pas. Il y a 29 élèves dits normaux, un élève qui a de la difficulté à écrire, à rédiger. Et là, vous devez préparer une évaluation écrite qui va se faire donc avec un papier et un crayon. Mais cet élève-là a de la difficulté. Et là, la question qu'on lançait donc en avant à tous les candidats, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment vous préparez cette activité-là? Et là, tout le monde levait la main en disant, j'imagine qu'on isole le problème, c'est-à-dire cet élève-là, on trouve une façon de faire en sorte qu'il fera l'exercice, l'épreuve, qu'il accomplira l'épreuve autrement, mais les 29 autres, on leur garde le papier et le crayon. Écoute, tu me vois venir, là, on nous a dit non. Vous prenez tous les élèves, vous les emmenez au local informatique et l'épreuve va se faire avec un ordinateur. Puisqu'il y en a un. Puisqu'il y en a un dans la classe de 30. Oui. Et j'ai reçu plus tôt cette semaine quelqu'un qui représente les professionnels comme ça. Et elle me disait, non, là, vous savez, c'est pas comme ça que ça se passe vraiment. Je dis, c'est un conseiller pédagogique qui nous a raconté ça. C'est la voix officielle du gouvernement. Vous ne pouvez plus vous défiler, là. Non, mais c'est ça. Mais c'est parce que, à un moment donné, les tenants de l'idéologie, lorsque le roi est nu, lorsqu'ils sont à poil, ils peuvent pas vraiment reculer. Alors, il faut... C'est un changement de culture que ça prend. Puis bon, ça va être profond, ça va être long, et ça va prendre des ressources. Bon, tu restes avec moi, Nick Penn, on va parler du régime forestier. Il y a des Autochtones qui sont visés par un racisme décomplexé, peut-être, mais je veux surtout te faire mon palmarès des sujets chauds de l'été. On va commencer avec ça. Tiens. OK, parfait. On retourne après la pause.